toutes et à tous, bienvenue à Agriculture et vous, une émission qui parle positivement d'agriculture, de viticulture et des acteurs des territoires de Saône-et-Loire. Merci de nous rejoindre, merci de vous être abonnés à notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes à Gueugnon. Je remercie aussi la Comcom, la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme pour son accueil. Notre émission de ce jour va traiter d'un thème qui nous tient particulièrement à cœur à l'exploitant agricole, le bois et la forêt. Et pour en parler et en débattre, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 experts. Donc Nathalie Mionetto, chargée de territoire nord-est à l'Institut technologique FCBA, forêt, cellulose, bois, construction et ameublement. Stéphane Olagnon, gestionnaire sylviculture pour le secteur Morvan, qui est basé à Autun. Richard Lachaise, son collègue, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté et qui vient aussi pour l'événement Euroforest. Et enfin, Sabine Lefebvre, conseillère bois, forêt, environnement à la Chambre d'agriculture du Doubs. Avant de nous retrouver sur le plateau, une vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Je suis agriculteur depuis 2004 sur l'exploitation de mes grands-parents. Exploitation en polyculture élevage laitier, où on produit 120 000 litres de lait avec 120 vaches en crème et beurre de Bresse pour la coopérative des Traits. Je suis installé en GAEC avec deux de mes cousins. Sur l'exploitation, on a 310 hectares. Sur les 310 hectares, il y a 180 hectares de céréales, dont la moitié est autoconsommée par le bétail. Et l'autre partie, on produit du blé, orge, maïs et tournesol. Et le blé est en filière Le Doré, avec la minoterie Guet qui est juste à côté de l'exploitation. En plus de mon activité d'agriculteur, je suis également sapeur-pompier volontaire depuis 2002 au CIS de Loisy. Il manque beaucoup de sapeurs-pompiers sur le département. Le monde agricole a quand même de la disponibilité, connaît quand même bien les secteurs. Depuis quelques années, il y a un partenariat entre le SDIS et le monde agricole. C'est les services de remplacement où il y a une convention de signer pour permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'aller se former et également pouvoir intervenir sur des interventions longues. Je pense que c'est une grande chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir participer à la vie d'un centre comme les autres. Parce que c'est vrai que quand on est dans le monde de l'élevage, on a quand même l'astreinte des soins des animaux le matin et le soir. Et aujourd'hui, avec le partenariat qu'il y a entre le SDIS et le service de remplacement, c'est une grande aide, oui. Le monde des sapeurs-pompiers volontaires est très riche en diversité de personnes, avec plein de métiers représentés. Et donc, on apporte tous quelque chose au monde des sapeurs-pompiers. Donc, si vous avez envie de rejoindre le monde des sapeurs-pompiers volontaires, n'hésitez pas. Rapprochez-vous d'une caserne près de chez vous et engagez-vous. C'est une très belle expérience. De retour sur le plateau d'Agriculture et vous, pour commencer cette table ronde sur le bois et la forêt, je me tourne tout de suite vers Nathalie Mionetto, chercheuse donc au FCBA. Directement, quels sont les grands effets du changement climatique sur nos forêts en Bourgogne ?
et un peu Ouais. plus loin. Il y a beaucoup d'effets. Il y a des effets positifs, il y a des effets un petit peu moins positifs, comme par exemple des crises de scolyte qu'on a eues. Donc il y a un manque d'eau et une augmentation de la température. Donc nous, on subit ça et les arbres le subissent aussi. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre déjà où ça se situe, comment on peut vérifier que dans les forêts, l'état sanitaire des forêts, c'est le bon bien ou pas. Et puis après, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bois. C'est généralisé, ça touche vraiment une grande partie des forêts. Ça touche toute la France, ça touche le monde entier. Le réchauffement climatique, il est de partout. Et ce qui est important, c'est ces changements climatiques brusques et des manques d'eau comme ça. On n'en avait pas eu en 2018-2019. Il y a eu vraiment beaucoup de manque d'eau, des chaleurs extrêmes qu'on n'a pas connues, parce que même dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'il fait très très chaud. Donc ce changement climatique, on le vit de plein fouet et les forêts, elles réagissent comme nous on réagit. Sabine, du coup, cette problématique des scolites, je crois que ça impacte beaucoup le département du Doubs, mais effectivement, nous aussi, notre département. Qu'est-ce que les scolites, déjà, et pourquoi sont-ils si inquiétants aujourd'hui? Alors le scolyte, c'est un insecte. C'est un insecte qui... Alors des scolytes, il y en a plein. Hein. Celui qui nous inquiète le plus, il s'appelle scolyte typographe. Il s'attaque essentiellement à l'épicéa. Donc c'est la raison pour laquelle mon département, le Doubs, est assez touché, parce qu'on en a des grandes surfaces. Et en fait, c'est un insecte qui se développe sous l'écorce. Et donc au moment de son développement, il y a des milliers d'insectes sous l'écorce. Et donc ça coupe toute la circulation de la sève. Et donc l'arbre meurt rapidement. Alors pourquoi c'est inquiétant? Les effets du réchauffement climatique, en fait, agissent à deux niveaux. Ils sont favorables au développement des insectes. Le déroulement rapide du cycle de reproduction de l'insecte, il est favorisé par ces printemps chauds et secs, par cette météo qu'on a ces dernières années. Et de surcroît, cette météo-là, elle affaiblit les arbres. Donc plus d'insectes, avec par endroit 2 ou 3 générations quand on n'en avait qu'une par an, plus d'insectes, plus d'arbres affaiblis, plus d'arbres morts. Mort, d'accord. J'imagine que tout le monde sur son secteur suit effectivement cette évolution. Est-ce qu'il y a justement des suivis et des caractérisations des bois, Nathalie? Heureusement, un centre technique industriel, s'il ne faisait pas ça, on irait dormir. Donc en fait, quand les scolites sont arrivés, toute la filière était importante, ça a été impliqué, du propriétaire à l'utilisateur et puis au transformateur. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser ces bois? Déjà comprendre, on n'avait jamais vu autant d'envols de bestioles. Elles sont là normalement, mais là, il y en avait vraiment beaucoup. Et nous, après, on s'est dit, le propriétaire, il faut qu'il quand même puisse vendre ses bois, les valoriser, quel que soit le type de propriétaire. Et puis ces bois-là, est-ce qu'on peut les utiliser dans toute la chaîne de transformation des bois? Donc c'est là où on est intervenu, on a fait une étude sur la caractérisation des épicéas scolités. D'accord. Donc là, vous avez des cartes très précises sur le suivi et l'évolution. Alors, le DSF, c'est le département des santé des forêts, et puis il travaille avec le CRPF, il travaille avec l'ONF, donc c'est des gens qui sont tout le temps dans la forêt, les COP aussi. Et donc là, eux, ils ont des cartes, ils ont des représentations pour voir où sont les forêts impactées, où sont les forêts malades. Généralement, les épicéas en plaine, ils ont bien souffert, et plus on monte, moins ils souffrent. Mais on voit que dans le premier plateau du Jura, le deuxième plateau du Jura, les insectes arrivent alors que d'habitude, ils restaient en plaine. Donc cette cartographie-là, elle existe en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est, elle existe partout. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est dire qu'il va y avoir beaucoup d'arbres abîmés, beaucoup d'arbres qui vont mourir. Et avant de mourir, ils seront abîmés. Mais est-ce qu'on peut les caractériser? Donc, on n'a pas la carte de tout ça, mais on sait que si l'arbre est scolité, quand est-ce qu'il faut l'extraire de la forêt, l'abattre et puis l'utiliser, le scier pour l'utiliser en Alors, vrai. je pose une question quand même à Sabine et Richard, mais il n'y a pas des moyens de lutte? Est-ce qu'il y a des solutions à court terme? C'est compliqué. S'il y avait des moyens de lutte, je pense qu'on ne serait pas là en train de réfléchir à ce problème. La difficulté, c'est d'intervenir, d'évacuer les arbres au moment où les insectes sont encore dedans, en fait. Et au moment où on s'en rend compte visuellement, très souvent, c'est trop tard. On s'en rend compte quand l'arbre il est déjà rougissant, il est déjà sec. Et là, les insectes, les scolites, ils sont déjà partis coloniser un autre arbre. Donc c'est intéressant, alors le travail du FCBA pour ça il est intéressant, c'est quand même intéressant de récolter ces arbres-là rapidement pour leur valeur, technique, qu'on puisse encore les utiliser. Mais pour endiguer les populations d'insectes, c'est relativement compliqué. La météo est un facteur déterminant. Pour autant, c'est important que les propriétaires essayent d'agir rapidement quand même. C'est un peu ce que vous faites justement aussi au niveau de la coopérative. Vous essayez d'aider les propriétaires et vos adhérents à endiguer un petit peu ce phénomène sanitaire? Oui, au niveau de la coopérative, on a également un suivi sur le terrain. Et dès qu'on voit des attaques, avant même que la qualité intrinsèque du bois soit affectée, on intervient pour que le propriétaire
conserve malgré tout une valeur marchande. Donc il faut avoir les marchés tout de suite en face, ce qui est le cas pour la coopérative puisqu'on contractualise avec des utilisateurs, notamment des scieries, et il faut pouvoir intervenir très vite. Et l'avantage de la coopérative CFBL par exemple, c'est d'avoir ses propres moyens de récolte et ses propres marchés. Donc on a pu intervenir très très vite sur plusieurs exemples en Saône-et-Loire pour que le propriétaire ne soit pas trop perdant financièrement sur le moment. Et après, il y a toute la suite dont on parlera, j'imagine, après. Et ben justement, je me tourne vers Stéphane. Concrètement, comment vous aidez les adhérents face à ces problématiques à court et long terme? Alors la coopérative forestière, c'est une coopérative, donc la coopération forestière comme la coopération agricole, hein. Propriétaires forestiers adhérents constituant un conseil d'administration, et donc la coopérative propose l'ensemble des services d'un bout à l'autre, hein, pour auprès du propriétaire, de la gestion de leur forêt jusqu'à la commercialisation des bois, en passant par la sylviculture. Et donc effectivement, dans ce contexte de récolte de bois scolité, effectivement derrière, on vient proposer notre expertise en termes de reboisement. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement comme type de reboisement? Alors, la coopérative forestière, depuis une dizaine d'années, a développé ce qu'on appelle l'éco-reboisement, qui est une technique de reboisement qui évite de déstructurer le sol, et avec un impact sur le sol minimal dans ce contexte difficile. On laisse les rémanents d'exploitation, les branches éparpillées au sol, tel un paillage comme dans votre jardin potager, et une pelle vient créer et décompacter ponctuellement sur 1 mètre carré à peu près le sol, au milieu de tous ces branchages-là, lieu où sera planté le plant. Et cette technique-là permet d'avoir la couverture continue du sol avec les rémanents d'exploitation, lutte contre l'érosion, limiter la reprise de la végétation concurrente derrière, et l'endroit décompacté, en fait là où le plant sera planté, décompacté est un lieu parfait pour accueillir le nouveau plant, l'enracinement et la reprise du plant. Alors ça paraît super intéressant, mais j'imagine que la problématique doit être encore un peu plus grande avec les scolites, avec le changement climatique, avec comment le taux de reprise, etc. au fur et à mesure. Quelles sont les espèces déjà anciennes ou nouvelles ou que vous préconisez? Alors, par rapport aux essences de reboisement, effectivement, on met systématiquement en place une étude déjà du sol, puisque c'est le sol qui est la première clé de décision, hein. En forêt, c'est le sol qui est le support de production. Donc si on connaît notre sol, on pourra avoir un peu plus de clés pour prendre la décision par rapport au reboisement, qui est un investissement lourd pour le propriétaire sur du long terme. Donc systématiquement, on met en place une étude de station, climat, sol, et au regard de ces données-là, et en lien avec les objectifs du propriétaire, on vient à déterminer les essences de reboisement. Parmi les essences de reboisement, effectivement, on s'appuie sur le cortège qui existe déjà actuellement et qui est utilisé, tels que le Douglas, les chênes autochtones, je dirais. Et puis également, on peut introduire certaines expérimentations. Et là-dessus, le propriétaire forestier a un rôle d'expérimentation dans sa forêt, quand c'est possible, pour aider la migration des espèces, des essences forestières du sud vers le nord, avec toutes les données que l'on peut récolter sur le terrain. Je vois que vous regardez Nathalie, je pense que justement c'est la spécialiste un petit peu au niveau de toutes ces espèces, de toutes ces migrations. Vous n'avez pas attendu en fait le changement climatique qu'on en parle ces dernières années pour commencer à travailler dessus? Non, heureusement. On a à FCBA, on a planté des espèces un petit peu. On a commencé avec le Douglas, hein, on est allé chercher aux États-Unis dans les années 50, et on a différentes essences, enfin différentes des Douglas qui viennent de l'est des États-Unis, de l'ouest des États-Unis, qui vont réagir déjà différemment en fonction de l'eau. Donc ça depuis 52. Mais là, on a un réseau d'arbres plantés, parce qu'on est on fait de la recherche un petit peu. Donc on a planté plein de choses un petit peu atypiques, comme par exemple du tulipier de Virginie, des calocèdres, des séquoias. Et ces arbres, on les a plantés aussi dans les années 60. Donc ça veut dire que maintenant, on a des mini-forêts avec du bois qui a une taille assez intéressante et sur lequel on peut vraiment caractériser l'arbre pour la croissance, le sol, sa fertilité, sa résistance à l'eau, au chaud, au froid, mais aussi ses caractérisations mécaniques et puis pour l'utilisation chez les entreprises. Donc voilà, c'est des belles expériences, mais c'est vrai qu'il faut du temps pour les arbres. Mais heureusement qu'on a un petit peu anticipé tout ça. Et ce qu'on fait, c'est on partage nos bases de données avec des instituts de recherche, avec l'ONF, avec l'INRA, avec d'autres universités, parce que c'est une vraie base de données importante pour comprendre ce qui va se passer, et puis aider les praticiens à choisir des essences. Sans tout bouleverser non plus, mais vraiment les aider. Richard ? Pour nous aider à la décision, il y a des outils effectivement tels que BioClimSol qui rentrent effectivement toutes ces données de sol, de climat,
d'exigence des différentes essences, et nos conseillers forestiers utilisent ces outils pour prendre les bonnes décisions. Parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles engagent le propriétaire pour minimum dans 50 ans, voire pour 100 ans, avec certains arbres à croissance plus lente. Justement, moi je voulais revenir sur les propriétaires avec Sabine, parce que quelque part on a une dernière donnée, c'est aussi les propriétaires. Il y a 3,5 millions de propriétaires forestiers en France. Comment vous gérez cette multitude d'itinéraires possibles et puis de ressentis de propriétaires possibles ? Alors, on n'a déjà pas accès à tous les propriétaires, vous l'avez dit, ils sont quand même un peu nombreux. Donc, c'est vrai qu'il y a autant de profils que de propriétaires. À la différence du monde agricole, ce n'est pas leur outil de production principal, c'est quelque chose qu'ils vivent à côté. Il y a une forme d'intimité aussi avec la forêt. Donc, soit c'est les propriétaires qui viennent à notre rencontre, alors des collègues des coopératives, mais peut-être des fois en amont de cela, simplement pour avoir un diagnostic auprès des conseillers forestiers des chambres d'agriculture ou des CRPF. Et notre rôle, c'est d'essayer de comprendre quelle est leur sensibilité par rapport à la forêt, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, pourquoi ils ont la forêt. Et à partir de ça et des diagnostics avec tous les outils dont on dispose, essayer de leur proposer une valorisation possible, de les mettre entre de bonnes mains pour mettre en œuvre la gestion, parce que c'est un métier à part entière. En fait, un des challenges de la forêt privée, je pense que c'est ça, c'est d'arriver à ce que les propriétaires fassent confiance à des gestionnaires et professionnalisent la gestion de leur forêt, en fait. Richard ? Cette diversité de propriétaires en France, c'est une particularité un peu nationale, donc c'est de la forêt privée, mais c'est aussi une garantie de la multiplicité de la forêt française. Parce qu'il y a des propriétaires plutôt productivistes qui vont chercher à faire du bois à tout prix. Il y a des propriétaires plutôt chasseurs, des propriétaires plutôt environnementalistes, des propriétaires qui vont plutôt attendre. Enfin, cette multiplicité, c'est la richesse de notre forêt, et c'est pour ça que le public aujourd'hui est si attaché à notre forêt, et on peut le rassurer en disant que ça, c'est pas prêt de changer. Et donc, il faut absolument que les forestiers accompagne les propriétaires pour que la forêt s'adapte au changement climatique, mais la multiplicité, on l'aura toujours, et on la renforce même, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine plus des plantations monospécifiques. Donc, on renforce la multiplicité des propriétaires par la multiplicité des essences que l'on plante sur une même parcelle. Et par rapport à la technique d'éco-reboisement, là, est-ce qu'on a des bons taux de reprise ? Est-ce que la survie des bois et des forêts est améliorée ? Oui. Si on la pratique si largement, c'est parce que ça marche. Sur donc le secteur que j'occupe actuellement, le Morvan, ces 4 dernières années, depuis 2018, les taux de reprise constatés après la période estivale, donc en septembre, au 30 septembre, dépassent en moyenne les 82 à 84% de reprise. Donc c'est des taux de reprise qui, dans le contexte climatique que l'on a subi ces 4 dernières années, est plutôt très bon. Et pour illustrer ça, la coopérative a un geste fort envers ses adhérents, puisqu'effectivement on garantit 85% de reprise dans nos plantations au 30 septembre, donc après la période estivale. Alors moi j'ai compris qu'il y avait une diversité de débouchés, de fonctions dans la forêt. Par contre, vous, Sabine, pour vous c'est quoi une forêt durable ? Une forêt durable, c'est une forêt qui peut jouer ses multiples fonctions de protection de l'environnement, de fonctions sociales, fonctions de production, et qui peut la jouer. Chaque intervention pratiquée dans la forêt ne remet pas en cause les suivantes. C'est une gestion qui s'inscrit dans la durée, et on préserve le milieu naturel tel qu'il est, avec sa capacité de produire toutes les fonctions qu'on lui attribue. Nathalie, pareil, est-ce qu'il y a un type de forêt plus performant qu'un autre ? Non. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une forêt gérée et surtout pas laissée à l'abandon où on ne rentre plus. Il faut rentrer en forêt. Il faut rentrer en forêt en sécurité aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qu'on fait en FCBE parce qu'avec justement ce réchauffement climatique, il peut y avoir des arbres fragilisés, des branches qui tombent, et c'est dangereux pour les bûcherons qui travaillent en forêt, mais c'est aussi dangereux pour nous quand on va en forêt ramasser des champignons. Donc en sécurité, c'est-à-dire qu'il faut gérer cette forêt, la rendre plus attractive, plus belle,
belle, plus faire comprendre aussi aux gens tous les services que rend la forêt, parce qu'il y en a énormément. Alors effectivement, il y a la qualité des bois, mais il y a aussi tout ce qu'il y a dans une forêt. On respire, la sylvothérapie, tout ce qu'on veut, mais en sécurité, et vraiment faire comprendre que la sylviculture ou la récolte d'un bois, c'est un acte de sylviculteur. Il faut la gérer. Il ne faut surtout pas la laisser vieillir, mourir. Elle séquestrera moins de carbone. Donc, faut vraiment... Il y a des spécialistes, c'est un vrai métier, donc il faut leur faire confiance. Plus on utilise de bois, finalement, plus ça lui fait du bien Ouais, quelque part. et plus FCBA est content. Parce que Donc... ça sera bien géré derrière, il faut qu'on vous fasse confiance. Absolument. Voilà. Je me tourne vers Richard pour nous parler d'un grand événement, Euroforest, qui aura lieu à Saint-Bonnet-de-Joux, donc dans la forêt de Chaumont. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle d'Euroforest ? Euroforest, c'est effectivement un très gros événement pour les forestiers de l'Europe entière. Tous les 4 ans, et là ça se fera même 5 ans, les forestiers se donnent rendez-vous à Saint-Bonnet-de-Joux en Saône-et-Loire pour rencontrer tous les acteurs de la forêt avec les propriétaires, et là c'est la démonstration de tous les savoir-faire, que ce soit en matériel, que ce soit en service, que ce soit en formation, en recherche, en organisme. Il y a 400 adhérents qui sont présents tout au long d'un parcours hyper sympa dans une magnifique forêt privée, la forêt de Chaumont qui appartient à la famille Laguiche, en plein cœur du Charolais, avec des peuplements divers, et il y aura 40 000 visiteurs qui seront présents sur 3 jours. Donc c'est un très très bel événement qu'on prépare pour les 22, 23 et 24 juin. Je sens qu'il y a des chances qu'on se retrouve là-bas. Quels sont les grands thèmes de l'édition ? Qu'est-ce que vous nous préparez de beau, justement ? Alors sur le salon Euroforest, il y a effectivement des thèmes qui ressortent forcément. Le bois énergie aujourd'hui, qui est un thème important dont on pourra débattre, mais qui représente aussi beaucoup de nouveautés en termes de matériel, depuis les broyeurs, les fendeuses, et tout ça est en démonstration sur le salon. Ouais. Grandeur nature. Et puis après, il y a tout ce qui est récolte de bois avec les grosses machines, les petites machines, etc. Et il y a des thèmes qui nous tiennent à cœur, comme le thème dont on débat aujourd'hui, qui est l'adaptation des forêts au changement climatique, avec une conférence qui aura lieu. Il y aura également une conférence sur le renouvellement des forêts. Il y aura une conférence sur emploi, métier, formation. Donc 3 sujets que toute la filière travaille actuellement pour être fin prêt, de manière à présenter ces thèmes au grand public, parce que c'est un salon ouvert au grand public. C'est important que les forestiers communiquent à l'occasion d'un événement comme celui-là auprès de tous les citoyens pour expliquer ce que les forestiers font. Parce que on œuvre toute l'année sous les arbres et on est souvent peu vu et surtout très mal connu. Merci Richard, je pense que ça va intéresser tout le monde, même d'ailleurs avec les problématiques des feux de forêt qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Merci, on se donne rendez-vous du coup à Euroforest du 23 au 24 juin à Saint-Bonnet-de-Joux. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez l'agriculture, la viticulture et puis surtout la Saône-et-Loire, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner sur nos réseaux sociaux. Je remercie toute l'équipe de Pascal, de Pessande à Mâcon pour la réalisation. Je remercie aussi Common Company avec Anissa qui gère nos réseaux sociaux. Je remercie aussi mon collègue cheville ouvrière David Bergeret qui est au journal et toute l'équipe du journal. Et puis je remercie aussi tous nos partenaires qui ont rendu possible ces émissions, donc la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le Conseil départemental de Saône-et-Loire, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, le Crédit Agricole Centre-Est, l'interprofession bétail et viande Bourgogne-Franche-Comté, le groupe Fédé et GIA, les AOP gourmandes et bien d'autres, la SEIC Imprimerie. Donc, et surtout, merci à tous nos agriculteurs de nous soutenir et qui nous donnent du plaisir à manger et à boire. Bonne fin de journée et à très bientôt. Maintenant, c'est la recette de couvetet d'agneau aux abricots secs et aux noix. À très bientôt. Au revoir.